Bonjour à tous, bonsoir. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Je vais passer à l'anglais, euh, merci Kaby. Bonjour à tous, bonsoir et merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Je voulais vous dire que je vais parler en français et en anglais en fonction de la personne à laquelle je m'adresse, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent plusieurs langues aujourd'hui. Donc, pour m'assurer que vous choisissez la bonne langue et que vous sélectionnez les diapos, il faut bien vous assurer de sélectionner en français si vous écoutez en français. C'est un plaisir pour moi de vous présenter les membres du webinaire. Yana Witewski, experte en médecine internationale auprès de D4I. Elle se concentre sur la recherche pour le renforcement des systèmes de santé et également s'occupe de l'évaluation. On parlera dans quelques instants. Setson Kassenye, avant de passer le micro à Jana pour sa présentation de la composante de localisation dans l'évaluation d'Amplify, je voulais vous donner un peu de contexte pour la raison pour laquelle nous avons organisé notre webinaire de la sorte. Tout d'abord, j'ai rencontré nos collègues, et surtout Setson, en 2018, et j'ai été impliquée dans ce partenariat depuis 2019. Donc, ça fait 5 ans que nous collaborons ensemble sur plusieurs études de cas, évaluation. Tout d'abord, donc appliqué à la recherche, c'était un projet financé par l'USAID, et ensuite, il y a eu Data for Impact. D'abord Breakthrough Research et ensuite Data for Impact. Donc, on a eu la possibilité de réfléchir sur ce que ça signifie, d'effectuer ces recherches liées à la localisation et également réfléchir sur la construction d'un partenariat équitable. Donc, aujourd'hui, on réfléchit sur l'expérience de l'évaluation de du projet Amplify PS et on parlera de 2 aspects de la localisation. Comment nous avons appris ensemble à comprendre et à mesurer la localisation et comment nous avons essayé de construire un partenariat plus équitable qui est une précondition nécessaire pour la localisation réussie. Maintenant, je vais passer la parole à Jana pour la première partie du programme. Merci, Martha. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Donc, je vais commencer par un aperçu de l'évaluation d'Amplify. Il y a ces 2 organisations ensemble. Ensuite, on parlera des résultats de l'évaluation liés à la localisation. Et ma présentation présentera des réflexions avec tous les membres de l'équipe sur la manière dont nous avons pu créer un partenariat plus équitable en réalisant cette recherche ensemble. Diapo suivante. Donc, Amplify PF était un projet de planification mis en œuvre en Afrique. L'objectif était de soutenir et de reproduire l'extension des pratiques clés de planification familiale à fort impact dans les centres urbains et périurbains et de construire et étendre durablement ces approches dans 4 pays cibles et dans toute la région. Amplify a été mise en œuvre entre 2018 et 2023 et le partenaire était donc Pathfinder International. Leur approche se concentrait sur la coordination au niveau national, au niveau du district, l'amélioration de la qualité de la prestation de services, l'institutionnalisation et extension des pratiques à impact. Est-ce que tout va bien? La traduction, est-ce que je dois faire une pause ou je peux continuer? Tout va bien. Bon, je continue. Dans cette évaluation, il y a eu plusieurs questions de recherche. Je vais me concentrer aujourd'hui uniquement sur les questions de recherche liées à la localisation. Et donc, dans quelle mesure les éléments de localisation ont-ils été présents tout au long de la mise en œuvre du projet Amplify PS et quels sont les facteurs qui les ont favorisés ou entravés? Notre méthodologie était qualitative. Nous avons collecté des données en juillet 2023 et nous avons eu un atelier de validation en septembre 2023 en Côte d'Ivoire et au Togo. Vous pouvez voir ici les entretiens et les groupes de discussion que nous avons réalisés avec plusieurs informant, différents types d'informants. Et nous avons également une revue documentaire des documents du projet. Merci. Donc, le problème globalement dans cette évaluation, c'était que même si l'USAID était intéressé pour apprendre davantage de ce projet, la localisation ne faisait pas partie du mandat d'origine du projet. Donc, la durabilité et la mise à l'échelle, oui, en faisait partie, mais pas la localisation. Et donc, la difficulté que cela a créée, c'est que le projet ne pouvait pas nous dire dans les documents dès le départ quelle était l'approche à la localisation. Ce n'était pas déjà conceptualisé dès le départ. Et donc, en tant qu'équipe d'évaluation, nous avons dû rétroactivement
voir comment le projet pouvait être évalué à l'aide du cadre de localisation. Donc, les concepts clés que nous avons envisagés étaient la prise de décision dirigée localement, des systèmes locaux, renforcer la performance des systèmes et forcément des capacités locales également. Donc ça a été pris des orientations de l'USAID. Vous voyez le logo sur la page à droite. Notre évaluation a été réalisée en 2 phases. Dans la première phase, nous avons effectué des entretiens avec des personnes centrales, donc des membres de l'USAID par exemple. Et dans cette phase, nous n'avions pas de questions de localisation spécifiques, mais nous avions des données qui arrivaient à travers la localisation de manière organique à travers ces entretiens. Donc, nous avons pu effectuer une cartographie conceptuelle pendant l'analyse. Dans la deuxième phase, nous avions des questions spécifiques pour inclure la localisation dans nos entretiens. Donc, c'était un petit peu plus facile d'évaluer ces données. Voici un exemple de comment nous avons effectué le schéma conceptuel. On ne pouvait pas savoir dès le début comment la localisation a été effectuée, même s'il y avait des éléments de localisation dans le programme. Ici, nous avons pris les différents concepts intégrés dans les lignes directrices de localisation de l'USAID et ensuite, on a développé des codes qui correspondent. À gauche, par exemple, on a regardé ce qui était dirigé localement, l'engagement significatif de la communauté des jeunes. Nous avons vu comment les contributions des membres de la communauté ont été prises en compte dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'amélioration des stratégies, comment les membres de la communauté participaient à la prise de décision et l'impact que cela avait sur les projets. Alors que nous essayons d'étudier la localisation dans notre évaluation, et les 2 organisations, T4I et ont essayé d'effectuer la localisation en mettant en place des partenariats plus équitables à travers les 2 organisations. L'USAID a quelques lignes directrices là-dessus, comment faire avancer des partenariats équitables dans le cadre de projets comme par exemple donc les Sub-Awards. Et dans les lignes directrices de l'USAID, il y a différentes composantes. Il y a la phase de pré-récompense et la phase de mise en œuvre. Donc ici, la phase de pré-récompense était importante et inviter tous les membres à participer aux réunions dans tous les aspects de la mise en œuvre, la détermination des priorités, la participation à la co-création et le fait de pouvoir travailler dans la langue maternelle. En termes de mise en œuvre, nous avons envisagé donc l'engagement, la communication, la co-création, les aspects financiers, le renforcement des capacités, l'autonomisation et la reconnaissance, ainsi que la langue. C'est quelques résultats de l'évaluation et de notre partenariat. Donc, pour ce qui est de l'évaluation, même si la localisation ne faisait pas partie de la stratégie d'origine à Amplify PS, nous avons trouvé des preuves que cela était en fait le cas. Donc, nous avons trouvé la localisation dans le renforcement des capacités, dans les systèmes locaux, placer les expériences des clients et des jeunes au centre des préoccupations et l'engagement local pour garantir la contribution des parties prenantes et de la communauté. L'objectif du webinaire aujourd'hui, ce n'est pas d'entrer dans le détail des résultats, mais on voulait souligner le type d'aspect que nous avons pu extraire de cette méthode rétrospective d'envisager la localisation. Nous avons également trouvé des preuves montrant que le projet a rassemblé plusieurs secteurs pour soutenir l'écosystème de la santé, mais la difficulté, c'était la construction de relations. Donc, la capacité de localisation n'était pas parfaite, il y avait des difficultés encore. Dans la préparation de ce webinaire, les 2 organisations, donc Sarah Group, effectuent des réflexions indépendantes par rapport à nos relations. Donc, comment est-ce que nous avons réalisé un partenariat plus équitable ou pas. Et ensuite, nous avons mis ce résumé sous forme de tableau, et cela reflète un peu les perspectives de chaque organisation. Nous avons donc ici les 6 domaines de mise en œuvre. Concernant l'engagement et la communication, le CERA Group avait l'impression que les 2 organisations avaient une communication ouverte et Data for Impact avait pensé la même chose. Il y a eu de nombreuses longues réunions pour parler de la recherche et des résultats. Et nous avons remarqué du côté de T4I que virtuellement, c'était difficile. Il y a des problèmes de connexion Internet, des problèmes de différence d'heures. Donc, c'était difficile. En termes de co-création, le CERA Group a eu l'impression de pouvoir apporter des réflexions,
Et du côté de D4I, on a l'impression qu'on était d'accord, mais on avait l'impression qu'on était limité pour ce qui est d'une vraie co-création parce que nous n'avions pas de temps. Par exemple, le groupe Sera n'a pas participé à la phase 1 d'évaluation d'Amplify et donc n'a pas pu participer à l'intégralité de l'évaluation. Et ça, c'était problématique. En termes de financement, la rémunération, le Sera Group pensait que la Sera Group était équitable. Il y avait une rémunération équitable, mais que ce n'est pas que c'était exceptionnel. Et nous avons invité à participer au webinaire et les personnes n'ont pas nécessairement été payées pour le travail supplémentaire. Et nous sommes d'avis que tout travail supplémentaire doit être rémunéré, mais ce n'a malheureusement pas été le cas à chaque fois. En termes de renforcement des capacités, Sera Group s'est rendu compte que les partenaires fondés sur la confiance ont offert de multiples possibilités de renforcement des capacités. Et nous sommes d'accord avec cela chez D4I. Travailler ensemble lors d'un partenariat, ça permet d'apprendre les uns des autres. Et l'apprentissage ne va pas que dans un sens, mais dans les deux sens de l'organisation. Parce que nous essayons justement de nous impliquer des deux côtés. En termes d'autonomisation, de reconnaissance, Sera Group a exprimé que, historiquement, il n'y a pas eu toujours la possibilité d'inclure le logo dans les présentations. Ils n'ont pas été invités à participer en tant qu'auteur, mais cela a été changé un peu dans le projet. Et chez D4I, il y a eu un plaidoyer pour la reconnaissance des partenaires locaux dans les documents et la participation à la diffusion. Concernant la langue, dans cette équipe, on parle tous un petit peu anglais et français, mais avec différents niveaux. Et je pense on sait tous qu'on a eu la possibilité d'être flexible, d'utiliser la langue qu'on souhaitait, mais ça a eu des implications budgétaires, évidemment, pour les services de traduction et d'interprétation qui doivent être envisagés dès le départ. Quelques réflexions finales avant de passer à la discussion des membres du panel. Côté évaluation, comme je l'ai dit, la durabilité et la localisation, en particulier, ne faisaient pas nécessairement partie de la conception du projet. Et cela était plus difficile pour l'équipe d'évaluation. Moi, je n'y avais pas forcément pensé. On n'a pas tous la même définition de cela. Donc, ça a demandé plus de travail pour nous pour effectuer l'évaluation. Ensuite, concernant le partenariat entre Sera Group et D4I, on a trouvé que le fait de construire ce partenariat équitable, ça prend du temps et de l'attention. Ce n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement, qui se fait parfaitement la première fois que deux institutions travaillent ensemble. Et ça, c'est une chose à laquelle tout le monde doit contribuer dans le temps. Voilà tout ce que j'avais à dire. Je vais repasser la parole à Martha qui va engager la discussion panel. Merci, Jana. Donc, alors que nous allons continuer, n'hésitez pas à ajouter vos questions par rapport à la présentation de Jana ou à tout ce que nous allons aborder dans le panel. Vous pouvez inclure vos questions et on prendra du temps à la fin pour y répondre. Maintenant, on va passer à la discussion de panel. Je vais inviter Rebecca et Setson à se joindre à nous. Je vais leur poser des questions, des questions à vous trois et vous aurez tous les trois, la possibilité de répondre. Merci, Martha. Je pense que selon moi et l'expérience qu'on a eue avec G4I et les autres partenaires, la difficulté majeure, selon moi, c'était vraiment au niveau de la prise en compte du contexte local. Vous savez que ici, et particulièrement en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de catégories de population. Quand je parle de catégories de population, je parle de communautés ethniques. Et donc, les valeurs, les conditions de vie, les objectifs par rapport à un projet, les besoins sont différents. Et donc, mesurer quelque chose qui est perçu différemment dans chaque contexte ou dans chaque communauté, c'est un peu compliqué. C'est pour cela que je pense que dans la prise en compte des indicateurs ou de la mesure, il ne faut pas être trop standardiste. Il faut surtout axer sur la définition de ce qu'on attend dans la mesure et pouvoir adapter à chaque contexte, à chaque spécificité des communautés qu'on visite. Voilà, pour moi, ça a été ça le plus difficile. Merci. Merci beaucoup, Martha. Selon moi, un peu dans le sens que a dit, je situerai déjà le défi de mesure à trois niveaux. D'abord, au niveau des outputs qu'on veut, de l'outcome ou de l'effet et qu'on escompte, qu'on attend de la localisation.
Et donc, par rapport à cela, il est vraiment primordial de savoir quels sont les indicateurs qui sont liés à chaque niveau de mesure. Et ces indicateurs doivent être acceptés et clairs et acceptés de tous. Et donc, ce qui fait que dans la conduite des activités, les activités seront menées conformément à ce qui a été arrêté, comme dans le cadre logique, le log frame et autres. Parce que comme nous l'avons vu dans la présentation passée, il n'y a pas eu de concept de localisation dans le projet de Camp Amplify qu'on a évalué. Donc, cela a rendu compliqué le travail. Ce n'est qu'après que le bailleur a demandé à ce qu'on mesure cela. Mais également, un des défis de la mesure de la localisation peut être situé aussi, non pas seulement du côté de l'implémentateur, de celui qui met en œuvre l'activité, le projet, mais également de celui avec qui l'activité est menée, je veux dire le partenaire local. Parce que si l'indicateur est défini clairement aussi à son niveau, on pourra, dans l'évaluation, mesurer aussi bien du côté de celui qui met en œuvre que de celui qui a assisté à mettre en œuvre le concept de localisation, ce qui fera que le rendu, on aura un indicateur consolidé ou on aura des effets consolidés pour deux mesures de la localisation. Voilà un peu ce que j'aimerais partager. Merci. Jenna, je viens vers vous. Quels sont les défis que vous pouvez voir pour ce qui est de là? Est-ce que vous voudriez ajouter des points? Oui, je voudrais dire que je parle davantage généralement et pas simplement sur le projet Amplify. Mais je pense que d'une manière générale, il n'y a pas la même compréhension de ce que c'est la localisation. Donc, ça peut être par exemple l'intégration de perspectives, il s'agit d'aller plus loin. Cela peut rendre plus difficile de capter les données si les personnes n'ont pas la bonne compréhension que vous. Pour ce qui est de la localisation, la collecte des données, ça peut être plus difficile également. Je dirais que la mesure, l'évaluation de la localisation présuppose que cette dernière constitue l'objectif et dans certains projets, un entretien peut devenir un débat qu'un entretien quand on commence à parler de la localisation dans le secteur de la santé mondiale. Et je voudrais dire que également, les projets portent sur les préconditions de la localisation, le renforcement des capacités des autres activités sur le terrain. Donc, toujours concernant la localisation. Et si on ne fait pas, si on n'élabore pas les questions de la bonne manière, eh bien, on peut passer à côté de cela. Et on peut dire qu'au niveau de la localisation, rien ne se passe vraiment. Voilà, c'est ce que je dirais. Merci. On voit à quel point c'est difficile, la localisation également, de prendre la localisation dans différents contextes, les différentes compréhensions qu'il peut y avoir concernant la localisation. Maintenant, nous passons à la question. Deuxièmement, Rebecca. Merci, Martha. Pour ma part, je dirais, moi, je suis très positive sur ma réponse. Je pense que ça a beaucoup évolué positivement. De mon point de vue, les partenariats sont devenus beaucoup plus globaux, beaucoup plus interconnectés. Voilà. Et surtout axés sur l'impact. Au début de ma carrière, je voyais plus les activités de recherche axées sur les résultats de fait. Mais beaucoup plus maintenant, on parle plus d'impact de tous les projets, qu'on soit dans le cadre de la recherche pure ou dans le cadre des projets de la mise en œuvre de projets. Ici, quand je parle de partenariats plus globaux, plus interconnectés, on va voir par exemple des collaborations qui vont se faire entre les instituts de recherche du Nord américain et européen, avec celle de l'Afrique, surtout ici en Côte d'Ivoire, c'est très fréquent, beaucoup plus fréquent avant. Et ça ne va pas seulement se limiter aux structures universitaires ou aux grandes structures, ça va même jusque dans les cabinets de recherche. Vous voyez, on voit maintenant facilement un cabinet de recherche français ou américain prendre un autre cabinet de recherche ici en Côte d'Ivoire pour conduire ensemble une activité de recherche.
Tout ça pour pouvoir vraiment s'appuyer sur des experts locaux ici qui sont bien empreints de la réalité ici et pouvoir, on va dire, avoir des résultats plus pertinents. Voilà. Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, c'était vraiment je te donne mon protocole et tu l'exécutes. Voilà, c'était un peu comme ça. Mais de plus en plus maintenant, quand quand le projet de recherche débute, les structures ici ou bien les consultants d'ici sont consultés dès le départ, même avant que le protocole ne soit complètement rédigé. On est sollicité pour le concevoir ensemble, pour pouvoir prendre en compte tous les aspects pratiques, tous les aspects locaux ici. Et c'est vraiment ce que j'appelle, moi, une friction des esprits pour que on puisse produire quelque chose qui soit vraiment, vraiment adapté, vraiment bien. Voilà, avec toutes les expertises, toutes les contributions. Donc, pour moi, les choses se sont beaucoup améliorées. Beaucoup améliorées. On a les compétences ici qui sont beaucoup plus mises en avant. On a les expertises de l'Europe et des États-Unis, enfin, et de l'Amérique qui sont aussi impliquées, surtout en termes de méthodologie et tout ça. Et les choses sont vraiment en train je pense, hein, de s'améliorer. Voilà, merci. Mais merci beaucoup. Et moi, je pense que je peux dire que les choses sont un peu mi-figue, mi-raisin. Et c'est-à-dire, cela dépend maintenant selon la volonté, l'engagement des partenaires du Nord ou des partenaires à œuvrer dans la capacitation de capacity building des organisations partenaires ou non. Et donc, d'un point de vue général, moi, je dirais qu'il n'y a pas d'évolution, ou c'est pourquoi je disais tantôt que c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Mais pour voir sur le plan un peu philosophique, c'est dans la généralité qu'on trouve des cas exceptionnels. OK? Dans le grand courant, qu'on trouve des cas exceptionnels et des partenaires qui ont dit, nous pourrons le dire, qui rament à contre-courant. Et c'est justement ce qui provoque l'étonnement. Pour dire, ah, mais tiens, il y en a qui font autrement ce que les 90 ou 98% font. Et c'est là que, en ce qui me concerne, moi, je peux dire que l'évolution est timide. Voilà ce que je peux avancer. Merci. Donc, juste pour répéter la question, donc, de votre point de vue, comment les partenariats de recherche ont-ils évolué au cours de la dernière décennie, Jenna? Je dirais qu'il y a plus une attente concernant les partenaires locaux. Au niveau de la conception de la recherche, on commence à réaliser qu'il y a beaucoup sur la table en termes d'attente, d'expertise, salaire. C'est bizarre ce qu'on dit peut-être, mais c'est bien mieux en fait que ce qu'on s'attendait. Mais pour ce qui est je peux dire, je pense qu'à chaque fois qu'on a ce partenariat, eh bien, en fait, on peut voir ce type de partenariat comme une compétence que nous pouvons posséder, enseigner à nos étudiants. Donc, au fil du temps, à mesure que l'accent mis sur les partenariats équitables s'est accru, les partenaires locaux ont pu tirer parti de l'expérience du financement qu'ils apportent pour investir dans leur propre développement afin d'apporter plus de compétences, d'expérience à l'aspect technique du travail. Et donc, nous l'intégrons maintenant, donc, ce partenariat, que cette compétence dans notre programme. Essayons de coacher nos étudiants dans leurs stages. Par exemple, dans mon établissement, nous réunissons des professeurs et des étudiants pour travailler sur des études de carrière, sur la gestion des différences de pouvoir dans le travail international en santé. Nous avons également réalisé dans Data for Impact. On n'a pas entendu. OK. Rebecca, peut-être des soucis. Oui, je suis là, désolée. J'étais encore sur la traduction. Pardon, tu peux reprendre la question? D'accord. La leçon la plus importante. Moi, je dirais que on travaille mieux et le résultat est plus significatif quand on est tous actifs et impliqués dans le processus. Bon, pourquoi je dis ça? Par exemple, l'activité qu'on a eue avec G4I, avec Book for Research, tout ça, la communication était vraiment transparente.
vous voyez. Et cela nous a permis d'être fixés dès le départ sur les objectifs et les attentes par rapport à la mission et sur l'intensité de la collaboration. Je veux dire que dès le départ, les couleurs sont annoncées. On sait vers où on s'en va et on sait le rythme du travail qu'il y aura. Donc, on prend les dispositions, on prend la pleine mesure des choses et on se lance. Après, il y a ce niveau je vais dire, de respect mutuel. Moi, je parle de respect mutuel, mais c'est vraiment ce que moi, je ressens. Respect mutuel pour mes compétences, respect pour mes compétences, mes expériences, mes connaissances. Ça a pour objectif de vraiment nous galvaniser et pour qu'on puisse vraiment s'impliquer. Je vous donne un exemple, un cas je crois que c'était en 2014-2015, quand j'ai eu ma première une grosse consultance où j'étais coordinatrice d'études au niveau national. Il y avait un expert que j'adulais beaucoup, qui était américain, je crois, Stéphane Barral, qui était venu pour la présentation du projet. Et lui, quand il est arrivé pendant la présentation du projet, on m'a posé une question et j'ai lancé la question sur quelqu'un d'autre. Et après, il m'a appelé et me dit, tu sais que ici c'est toi le vrai expert. C'est toi le vrai expert. Et la question que tu as balancée à l'autre dame, elle ne pouvait pas répondre mieux que toi, vu que c'est toi qui maîtrises ton environnement. Et juste cette phrase-là m'a tellement mis en confiance que je pense que c'est l'activité qui a vraiment lancé toutes les choses dans ma carrière, parce que j'ai vraiment pris conscience à ce moment-là que j'étais un expert aussi, que j'étais expert dans ce que je faisais, surtout que dans le contexte dans lequel on était. Voilà. Et donc, je veux dire, ce respect pour les compétences, pour les expériences, les connaissances de l'équipe locale ici, nous amène souvent à nous surpasser, à être très actifs dans ce qu'on entend de faire. Et je reviens sur mon expression, la friction des esprits avec les détenteurs de la méthodologie. Ça, c'est comme ça que j'appelle les experts qui viennent du Nord. Les détenteurs de la méthodologie et les acteurs de la localisation ici, ça nous amène à... On arrive avec ça à créer des résultats innovants, à avoir des résultats assez poussés, parce qu'on sait que la voix de chacun compte. Le troisième point de mon intervention, ça va être le partage des bénéfices. Et là, je l'avoue, c'était surtout avec G4I et Info Recherche. Parfois, quand on a ce type d'activité, une fois que le rapport est sorti et tout, nous, on tombe aux oubliettes. On se dit que c'est le rapport de l'USAID. On va mettre dessus le nom de l'expert qui est venu du Nord. Mais dans la collaboration qu'on a eue avec G4I, on a vu que sur tout le processus, et aujourd'hui même, c'est une confirmation encore. On aurait pu faire cette conférence sans nous. Mais le partage des bénéfices rend encore plus, je veux dire, ça nous rend encore plus confiants. Ça nous rend encore plus... on capte bien, en tout cas, les bénéfices. Et ça, c'est une bonne leçon apprise. Parce que tu te rends compte que tout le travail que tu as fourni, toutes les implications, toute la force que tu as mis dans cette activité, et tu peux aussi partager les bénéfices avec ceux qui étaient à l'origine. Voilà. Donc, pour moi, tout cela pour dire qu'on travaille mieux, on a de meilleurs résultats quand chacun est impliqué à 100%. Et pour cela, ça dépend des trois facteurs que j'ai cités, de la communication transparente dès le départ, du respect mutuel des compétences, des expériences et des connaissances de chacun, et surtout, et aussi du partage des bénéfices. Voilà, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup les leçons apprises. Moi, je les situerai sur 2 points, mais en entendre Rebecca, ça ne va pas trop s'éloigner de Rebecca. Ça sera comme un résumé aussi. Et le premier, c'est que je dirais qu'il y a vraiment des organisations qui sont très soucieuses de l'équité des relations de partenariat. Okay? Et pendant qu'il y en a qui sont très soucieuses, d'autres n'ont pas ça dans leurs objectifs. Et
Pour eux, c'est toujours le top-down. C'est le top-down et les partenaires locaux doivent se résoudre à rester dans leur coin et à être parfois même rien que des acteurs de terrain. OK? Et donc, la science infuse vient plutôt du Nord. Et je ne sais pas si je dirais la science diffuse au niveau local. Et parce que l'exemple que ma collègue a donné est très, très évocatrice parce que c'est dans la relation avec Breakthrough Research et D4I qu'on a senti vraiment que il y a un autre son de cloche parce que tellement avec nos années d'expérience euh, et de manière humble, on a pensé que c'était ça la règle. Et lorsque Breakthrough Research était là, D4I là, la manière de faire les choses, on croirait sur une autre planète. Et donc, on se disait, c'est quoi cette manière d'opérer, c'est quoi cette manière de travailler et comment ceux-là font. C'est alors là que c'est de là que ma deuxième leçon apprise sort, c'est que la décolonisation des relations de recherche est bien possible. Quand nous sommes actuellement en train de l'expérimenter et nous pouvons en parler. La première fois qu'on a vu notre logo sur un rapport de recherche ou une présentation au bailleur, on était surpris. Personnellement, je croyais que c'était une erreur. Et je voulais attirer l'attention et puis bon, on m'a dit non, c'est bien normal. Je disais non, c'est anormal. Parce que la norme, c'est dès qu'on vous dit non, il y a des partenaires qui vous demandent carrément d'enlever votre logo sur le rapport final. Et donc, voilà un partenaire qui vient et sans même demander votre avis, met votre logo sur le rapport final et sur toute documentation qui sort de cette collaboration. On disait, c'est waouh, quoi. Donc, on est vraiment dans sur une autre planète. Donc, la décolonisation des relations de recherche est bien possible. OK, merci. Jana, nous allons terminer avec vous concernant donc cette question, concernant les leçons clés que vous tirez. Moi, je dirais que parmi les leçons que j'ai apprises, je dirais que surtout il s'agit d'être réaliste dans la mise en place de relations partenariats. Il ne devrait pas y avoir d'échelle, de niveau, mais on peut faire une différence dans les relations au sein même parmi les membres du groupe de recherche, l'équipe de recherche. J'ai appris qu'en travaillant ensemble, cela signifie davantage de travail, cela prend plus de temps, c'est un investissement mais il s'agit non seulement de toute l'équipe, mais également de soutenir ceux qui vous répondent. Il peut y avoir des priorités différentes en termes de temps, de fonds, l'argent qu'ils veulent investir pour obtenir des résultats. Mais je pense que c'est important, notamment dans les relations avec nos différents groupes. Et lorsque on a des collaborations sur plusieurs projets, pourquoi? Parce qu'on se connaît davantage, on sait quels sont les atouts, quels sont les points faibles. Au fil du temps, cela facilite les choses. Et en fin de compte, parfois, on a besoin de faire des maintenances au niveau de cette relation, notamment quand il s'agit de financement, etc. Et je pense que c'est réaliste également de dire que la première fois qu'on travaille avec un partenaire, ça peut être un peu compliqué au début. Il peut y avoir des difficultés, mais pas de problème parce qu'en fait, on fait un investissement sur une relation au long cours, à long terme. Merci beaucoup à vous trois. Je pense que le partenariat entre DIFO et PR est un excellent exemple du partenariat qui a tiré profit, qui a bénéficié de tout cela. Grâce à l'engagement continu sur plusieurs projets, nous avons été en mesure de créer un espace dans lequel nous avons tous pu apprendre les uns des autres, des expertises les uns des autres et d'un partenariat en continu. Et donc, également, il nous reste 7 minutes pour des questions. Nous avons des questions qui nous viennent des questions-réponses. Donc,
je suggérerais, suite à ces questions, qui pourrait répondre peut-être? Alors, une question, quels sont les types d'outils ou d'approches que l'équipe a utilisés pour une réflexion au niveau du partenariat? Qui voudrait prendre cette question? En fait, je pourrais même y répondre moi-même. Ah, je devrais, alors je vais y répondre. Alors, en fait, on n'a pas utilisé d'outils en particulier. Ce que l'on a fait, notamment dans ce qui est partenariat, eh bien, c'est de mettre en place des webinaires par Zoom, des chats sur la base des directives sur un partenariat égal. On l'a lu, on a extrait les concepts clés. Nous avons identifié l'équité au niveau du partenariat, au niveau de la communication, comme Jana l'a mentionné dans sa présentation. Et ce qu'il en est ressorti au niveau des directives qui ont été mentionnées, et chacun, nous avons réfléchi individuellement à ce sur-là, en prenant des notes, en faisant des bullet points, qu'on a pu comparer les uns avec les autres, ajuster, combiner, associer. Et également dans la même veine de cela, c'est le travail que l'on a fait au niveau de ce partenariat, en communiquant clairement quant à ce que l'on souhaite, quant à vers quoi on veut aller. Question suivante, quelles sont les leçons que vous avez apprises à partir de ce projet et que recommandez-vous pour les décideurs politiques, les faiseurs de politique? Et auprès également pour les autres pays également. Alors ça, c'est plutôt au niveau institutionnel. Peut-être qu'on pourrait dire, voilà, comment vous encouragez le partenariat égal pour ce qui est des politiques. Setson, si vous pouvez prendre la parole, ou Jana, même si, parce que Setson, vous dirigez une organisation. Donc, qu'en pensez-vous? Quelles sont les leçons apprises par rapport à ces projets que pourriez-vous recommander pour les décideurs politiques? Setson, si vous le souhaitez, si vous le voulez bien, je pouvais répondre à cette question. Merci. Oui, oui, je peux y répondre. En fait, on peut y répondre en disant que ça vient premièrement de l'engagement institutionnel. C'est-à-dire que au niveau institutionnel, il doit y avoir déjà un vouloir, la volonté d'aller dans ce sens. Peut-être que l'information n'est pas, les institutions ne perçoivent pas cette nécessité-là. Et donc, de tels forums, de tels webinaires mettent déjà l'information à disposition pour dire qu'un autre type de relation et de collaboration est possible. Et que la manière dont ça se passe avant, en considérant les autres, les partenaires locaux comme des exécutants, et ça ne capacite pas et ça ne valorise pas les acteurs locaux dans le temps. Et donc, il faut d'abord un engagement et une prise de décision institutionnelle pour aller dans ce sens-là. Et donc, parfois, on attend que ce n'est pas dans notre politique que de travailler avec les acteurs locaux et de les mettre en avant. Donc, il faut qu'il y ait un changement de politique, un changement de paradigme au niveau institutionnel pour dire quelle est la vision sur dans la santé publique. Est-ce que nous voulons venir toujours faire répartir ou nous voulons venir faire et voir faire après? Et donc, lorsqu'on se place dans le paradigme de venir faire et voir faire après, alors on va aller dans le sens de chercher des moyens pour laisser une bonne collaboration et que cette collaboration à l'interne et sur le plan local continue de se renforcer et en mettant en valeur ceux avec qui on travaille et ce qu'on fait ensemble avec eux. Voilà ce que je peux dire. Les collègues peuvent aussi apporter leur pierre à l'édifice. Merci. D'accord, c'est pas grave, Rata. En fait, je voulais juste compléter sur ce que Seston vient de dire. Il y a un adage ici qui dit que l'étranger a de grands yeux mais ne voit rien. En fait, quand la collaboration équitable, ce n'est pas seulement pour valoriser les acteurs locaux, c'est surtout pour assurer la réussite du projet ou
la pertinence des résultats de l'activité de recherche qu'on est en train de mener. Vous savez, si vous venez, que vous postulez comme ceux qui sont ici, ils sont que des exécutants, ils n'ont qu'à faire ce que j'ordonne, bien, je ne sais pas ce que j'ordonne, mais ce que dit mon protocole. OK, moi, je vis de mes activités, de mes consultances. Donc, si vous me dites, tais-toi et fais ce que tu veux, et ce que je te demande, je me tais, je fais. Parce que je sais qu'à la fin, on va me donner mon chèque et je m'en vais. Mais est-ce que le résultat, est-ce que le travail que vous êtes en train de faire va porter après? Je ne suis pas sûre. Parce que vous n'avez pas pris en compte la vision du local sur le projet. Vous voyez? Vous pouvez exécuter quelque chose, mais tant qu'il n'est pas adapté, tant que l'acteur local n'a pas pu, comme on a un mot ici, on va dire tropicaliser votre instrument, il ne va pas donner de bons fruits, il ne va pas donner de bons résultats. Et c'est comme si vous aurez gâché un financement, en fait. Moi, en tant qu'individu, je peux juste me permettre d'exécuter votre protocole et vous laisser partir. Mais finalement, la communauté perd vous-même, vous perdez vos financements parce que ça ne va pas donner des informations correctes, en fait. Mais si vous prenez en compte ce que nous, on entend de vous dire, parce qu'on est ici, on voit comment les choses se passent, on est chercheur aussi à la base, on a cette certaine maîtrise de la méthodologie, ça peut aller ensemble. Mais si vous me dites, tais-toi et fais ce que je te dis, il n'y a pas de problème. Moi, j'encaisse mon chèque à la fin du processus et puis vous partez avec vos résultats qui ne seront pas très... Voilà, merci. OK. Je voudrais remercier tout le monde, notamment nos panélistes, pour cette conversation fort intéressante et j'espère que vous pourrez vous joindre à nous pour notre prochain webinaire. Merci beaucoup.